Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous, aujourd'hui on va parler de l'un de mes auteurs préférés, on va parler de Jules Verne. J'ai essayé donc de les classer, j'ai fait un top 5. Pourquoi 5 et pas 10? Parce que comme j'en ai lu à peu près une douzaine, je me suis dit sélectionner 10 sur 12, bon c'était un peu simple. Et j'aime me faire mal et me compliquer les choses, donc j'en ai sélectionné que 5. Donc, on va commencer par le 5e, qui est... Alors, c'est lequel? C'est... Ah bah il y a le prix, super. On va parler de 20 000 lieues sous les mers. On est en France, on suit un homme qui est envoyé par son université pour partir à la chasse d'un monstre sous-marin. Je vous explique pourquoi. Parce que en fait, depuis quelques mois, il y a plusieurs bateaux qui coulent, qui seraient attaqués en fait par un monstre marin qui irait même jusqu'à détruire les embarcations les plus solides qui voguent sur l'Atlantique. Et les assurances, ça commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, donc une chasse aux monstres est ouverte. Il y a un navire américain qui part donc à la chasse, et le français, donc qui est un biologiste, veut voir, lui, de manière très scientifique, à quoi ressemble ce monstre, qu'est-ce que ça peut être. Lui, il parie sur un gros nerval, et il va en avoir le cœur net. Alors, il est accompagné de l'un de ses domestiques, enfin d'un domestique qui s'appelle Conseil, je crois, et il fait la connaissance à bord d'un homme qui est en fait un harponneur. Est-ce que ça se dit comme ça? Bon, quelqu'un qui manie le harpon, mais qui va être voué à tuer la bête. La bête se montre un jour, elle attaque le bateau, et je sais plus pour quelle raison obscure, en fait, notre personnage principal va tomber à l'eau, son domestique... alerte bien sûr, va venir à son secours, et avec le harponneur, je ne sais plus pourquoi lui il se retrouve aussi à l'eau, mais il se retrouve sur la bête, et la bête est en fait un sous-marin. C'est le sous-marin du capitaine Nemo, une personne un peu, j'allais dire marginale, mais qui s'est cloîtrée un petit peu à l'écart du monde, et qui le kidnappe, enfin les kidnappe les trois. Et notre personnage principal va découvrir qui est cet homme, et va, avec ses yeux de scientifique émerveillé, découvrir les secrets du Nautilus. Et surtout, ils vont voyager à travers le monde pour découvrir les profondeurs. Mais alors que le domestique et le harponneur, je sais vraiment pas si ça se dit comme ça, eux n'ont qu'une envie, c'est de se sauver, lui, bah pas tellement. Et voilà, ça c'est le début de 20 000 lieues sous les mers. En numéro 4, nous avons... Alors, j'ai mis en numéro 4 2 ans de vacances. Celui-ci, il est beaucoup moins connu. C'est une Robinsonade. C'est l'histoire d'une quinzaine de garçons qui sont au niveau de la Nouvelle-Zélande, qui sont sur un bateau. Malheureusement, le bateau, il y a une avarie, il coule, beaucoup meurent, je crois. En tout cas, très peu arrivent sur l'île où ils sont naufragés. Il y a 15 garçons, des jeunes, avec un jeune mousse, qui est le seul rescapé de l'équipage. Ensemble, ils vont devoir survivre sur l'île, apprendre à vivre ensemble, et c'est là où ça se complique. Il y a des groupes, ça va se scinder, mais il y a une menace plus importante qui va arriver, qui va les ressouder. Je crois que c'est une menace pirate. C'est pas une menace naturelle, c'est une menace, oui, je crois que c'est des pirates. Et voilà. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, donc c'est le côté Robinsonade. J'aime beaucoup cette thématique. On va la retrouver un peu plus tard dans un autre livre. Bon, peut-être que là, vous commencez à vous dire, je crois savoir de quoi elle parle. Mais si c'est pas le cas, bah tant mieux, comme ça vous aurez la surprise. Jules Verne était aussi un fan de Robinsonade, il a écrit donc 2 ans de vacances, il a écrit L'école Robinson, Mon oncle Robinson aussi, il a écrit l'autre livre dont je vais vous parler juste après qui est très très connu, et en fait rien qu'à voir, parce que oui, la particularité chez les Jules Verne, c'est que vous avez tout le temps les gravures qui ont été faites à l'époque qui sont incrustées dans les livres d'aujourd'hui, que ce soit les livres poche qu'on a là, j'ai un marque-page, ou alors les formats comme celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là il y avait une gravure par exemple juste là et tout. Donc ça fait à chaque fois dans les Jules Verne des livres illustrés, ce qui est super chouette. On va passer au numéro 3 et là on va parler de Voyage au centre de la Terre. Alors oui, ce sont des éditions un peu spéciales, ce sont des éditions qui imitent en fait les éditions originales qui avaient été faites par Hetzel, je crois, donc c'est la maison d'édition. Je sais pas si elle existe encore. À nouveau, on est sur des livres illustrés avec des gravures, et dans Voyage au centre de la Terre, on part en direction, alors au tout début je crois que ça se passe à Amsterdam ou aux Pays-Bas, quelque part par là, et vous avez un homme qui est géologue, donc à nouveau on est dans un milieu très scientifique, qui vient de faire l'acquisition d'un livre où il y a un code dedans, un livre qui a été écrit par un Islandais, et le code est fait de runes. Et il va réussir en fait, surtout grâce à son neveu, le neveu c'est surtout lui le personnage principal de
cette histoire, il va découvrir que cet Islandais a découvert comment, enfin plutôt le passage pour se rendre au centre de la Terre. Et là, ni une ni deux, il part en direction de l'Islande, en direction du volcan où se trouverait donc l'entrée du centre de la Terre. Et avec son neveu et un guide islandais, eh ben, on suit leur péripéties à travers tout le livre. Jules Verne avait un attrait, c'est clair, pour les sciences. Il aime bien faire des descriptions peut-être un peu longues sur les roches, les minéraux, les espèces biologiques, végétales, animales, etc. Ça peut paraître un peu long pour certains, moi j'aime bien ça. Bon, modulo, faut pas que ce soit non plus de trop. Là, dans Voyage au centre de la Terre, ça peut paraître un peu redondant, mais il y a quelques rebondissements que moi je m'y attendais pas quand je l'ai lu. Alors surtout, ne vous fiez pas au livre, non, au film qui est sorti récemment, c'est vraiment une caricature de ce livre, qu'ils ont juste repris une idée. Et voilà, ça respecte pas vraiment l'histoire d'origine. Voyage au centre de la Terre, c'est vraiment super chouette. Voilà. Alors dans l'île mystérieuse, en fait, on suit 5 protagonistes, je crois, à chaque fois. Donc on a toujours le modèle du savant qui est l'un qui est peut-être même le personnage principal. On a, alors déjà de base, le contexte, en fait, on est aux États-Unis, c'est la guerre de sécession, donc les nordistes contre les sudistes, et il y a un siège. Les nordistes sont pris en étau par une armée sudiste, et pour ne pas être prisonniers, pour s'enfuir, des nordistes en fait vont prendre, donc 5 personnages vont prendre un ballon pour s'échapper. Sauf que le ballon est pris dans un ouragan et il va s'écraser sur une île. L'île où ils vont être naufragés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, je sais pas si je dis une bêtise. L'idée ici de suivre de A à Z comment des naufragés arrivant sur une île inhabitée peuvent réussir à survivre. On est toujours, en fait, l'île mystérieuse fait partie, je crois, d'un groupe d'histoires que Jules Verne avait écrit qui s'appelait Histoire extraordinaire, je crois. Non, ça va pas être ça. Non, excusez-moi, c'est les voyages extraordinaires et dedans il y a les livres que je vous ai mentionnés tout à l'heure comme Voyage au centre de la Terre et 20 milieux sous les mers. Et avec l'île mystérieuse aussi, Jules Verne veut que son lectorat en fait puisse acquérir des idées de base, des connaissances de base en sciences. C'est pour ça qu'il y a énormément de descriptions aussi dans tous ces livres dont je vous parlais tout à l'heure. Ici donc, il va essayer de nous décrire comment des personnes échouées sur une île avec aucun outil, rien du tout pour survivre, peuvent réussir donc à survivre. On va apprendre grâce aux personnages à comment faire du feu, comment faire de la poterie, comment construire un abri, etc., comment purifier de l'eau. Le groupe bien sûr est assez bien pensé puisque dedans il y a un marin qui va aider pour la pêche, il y en a un qui est un peu plus soldat, plus militaire, qui va aider pour la chasse, etc. Je m'en souviens pas de tous les deux autres, je sais plus c'est qui. Je crois qu'il y a Nab qui est le serviteur. J'ai vu Nab, mais je crois que c'est ça. Voilà, etc. À côté de ça, donc vous allez dire, ouais, bon, l'histoire elle est un peu bateau, c'est une sorte de Robinson Crusoe, mais ça va plus loin que ça parce qu'ils se rendent compte en fait qu'il y a une présence. Ils sentent une présence dans l'île et c'est surtout qu'à plusieurs moments, il y a quelqu'un qui semble les aider. Notamment, je crois qu'à un moment, il y a une caisse à outils qui arrive de manière un peu en mode Deus Ex Machina, mais on a besoin d'outils, bim, elle arrive. Si vous aimez donc les Robinsonades, vous aimez la plume de Jules Verne, je pense que l'île mystérieuse remplira donc toutes vos attentes et j'espère que ça vous plaira. Moi j'ai hésité vraiment à le mettre en première position, c'est pour vous dire, mais mon cœur balancé, finalement j'ai mis l'autre. Mais voilà, bon, allez, c'est presque un premier ex-aequo. Ouais, je triche, je sais. Mais c'est ma vidéo. Donc, nous allons parler du Tour du monde en 80 jours qui lui aussi fait partie de la collection Voyage extraordinaire. C'est l'histoire de Phileas Fogg, un aristocrate anglais. Phileas Fogg, c'est quelqu'un qui a une vie très minutée. Il se réveille, il mange, il dort toujours à la même heure, à la minute près. D'ailleurs, il a toujours sa montre à gousset sur lui et c'est vraiment un gros stressé de l'heure en fait. Et c'est un homme qui est célibataire qui, la journée en fait, ne fait qu'une seule chose. Il va à son club, le Reform Club, où il voit donc ses amis. Un midi, en fait, on est en décembre, fin 19e siècle. Il lit un article qui va bouleverser sa vie. Cet article dit que grâce aux avancées industrielles qui touchent aujourd'hui donc les transports, les hommes peuvent maintenant faire le tour du monde en 80 jours. Alors ça soulève de grosses discussions dans le club, il y en a beaucoup qui y croient pas, et lui en fait parie une bonne partie de sa fortune en disant qu'à partir de maintenant, là tout de suite, il va faire le tour du monde et il va prouver à tous que c'est possible. Donc c'est parti pour son aventure. En fait, il a un nouveau valet qui s'appelle Passepartout, qui est un Français, et avec lui, en fait, il part chez lui, il lui dit on
on y va, c'est parti, on fait nos valises, et il suit en fait l'itinéraire qui est recommandé dans l'article, c'est-à-dire qu'ils passent par la France, je crois qu'après ils vont au niveau du Moyen-Orient, ils partent vers l'Inde, la Chine, etc., etc. Je vais pas trop vous en dire, sinon je vais trop spoiler. L'idée dans le tour du monde de 80 jours, ça fait toujours partie de la collection Les Voyages Extraordinaires, sauf qu'ici, la science, on parle plus des avancées technologiques comme la montgolfière, le train, l'aviation un petit peu, etc. Le personnage principal ici, donc Phileas Fogg, est quelqu'un de très en retrait, qui n'a pas beaucoup d'empathie pour les autres, et il fait vraiment, au début, on sait pas trop pourquoi il fait cette aventure, pourquoi il se lance là-dedans, surtout que lui qui ne quitte jamais Londres, quel est l'intérêt pour lui de partir? Surtout qu'en parallèle, il y a eu un vol, je sais plus si c'est une bijouterie, une banque dans Londres, et le voleur s'est échappé avec un très gros butin. Et tout ça s'est passé pile poil au moment où Phileas Fogg partait. Et il y a un inspecteur de police qui s'appelle Fix, et qui lui est persuadé que c'est Phileas Fogg le coupable, et donc pendant toute l'aventure, il va le filer pour essayer de le rattraper. Pourquoi je le mets à la première place? Pour moi, c'est le premier Jules Verne que j'ai lu, donc déjà, ça a peut-être joué dans la balance. En fait, ce livre est très prenant comme son héros, on est toujours en train de vérifier, de calculer la faisabilité en fait de ce défi. Défi qui va pas être sans problème puisque, bien sûr, à certaines étapes, il va y avoir des petits soucis et des petits ralentissements. Le personnage qui au début, en fait, il n'est pas très attachant, on va pas se le cacher, au fur et à mesure, il va commencer un petit peu à se livrer. Heureusement, il y a aussi le personnage de Passepartout qui est l'opposé total de Phileas Fogg, un peu plus coureur de jupons, on a un peu des clichés du français malheureusement ici. J'ai beaucoup aimé aussi tout le travail que Jules Verne a fait autour de ces deux personnages qui tout opposent finalement, un aristocrate et son domestique, deux personnes au caractère très très différents aussi. Qui dit voyage dit découverte de différents peuples. On observe avec les yeux de l'époque en fait les peuples comme l'Inde, la Chine, etc. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, je les ai pas tous donnés, vous avez vu j'en ai donné que 5, mais si vous voulez aller plus loin et que ces 5 là vous les connaissez, je peux vous recommander donc d'autres livres. J'ai beaucoup aimé aussi, alors il y a De la Terre à la Lune, qui était pas trop mal, malgré quelques longueurs j'ai trouvé, mais l'idée était vraiment chouette, des personnes qui ont pour objectif d'aller sur la Lune, et qui pour cela vont trouver un moyen assez original, vous allez voir. Il y a le super roman Michel Strogoff, il y a les révoltés du Bounty, alors ça c'était super. J'avais beaucoup aimé aussi Nord contre Sud, et pour finir je nommerais... Allez, j'hésite entre... Non, j'avais bien aimé aussi Les Enfants du Capitaine Grant, ça c'était pas mal aussi, mais j'avais lu il y a un petit peu de temps, et voilà pourquoi je l'avais pas mis dans ce top là, parce que mes souvenirs étaient beaucoup trop lointains pour celui-ci. Voilà. J'espère que ça vous a plu, sur ce portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!